Merci beaucoup. C'est comme si les consignes ne sont pas suivies. Ils sont toujours debout, les caméramans. On a demandé aux caméramans de s'accroupir pour permettre aux journalistes de nous voir aussi. À tous les journalistes qui ont répondu présents à notre invitation de séjour. Nous sommes à la mairie de Matadi. C'est depuis 3 mois et quelques jours que nous sommes là, à la tête de la ville. C'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi. Alors, nous devons rester très, très reconnaissants vis-à-vis du bon Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui maire de la ville. Malgré, donc tout vient de Dieu, la volonté des hommes devant Dieu ne réussit pas. Donc quand Dieu décide quelque chose, c'est ce qui se réalise. C'est pourquoi nous lui restons reconnaissants à jamais. Également, c'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance en nous positionnant comme autorité urbaine de cette ville. Et là, il faut beaucoup féliciter le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que cette fois-ci, il a écouté les doléances de la population de Matadi. Et comme il appartient dans un parti politique qui prône le peuple d'abord, Yokabaz, à la tête de notre ville, on a placé quelqu'un de Matadi. Ça fait 30 ans comme ça que Matadi a été dirigé par des personnes qui venaient d'ailleurs. Moi, j'ai suivi parfois ici dans cette ville, à l'époque, même à l'époque de 1+4, il y avait des gens qui appartenaient à des partis politiques. Il y avait des gens qui avaient adhéré à des partis politiques, sachant que dans la répartition des postes, Matadi va revenir à ces partis politiques-là. Il y a des gens qui sont partis vite adhérer à ces partis, espérant décrocher la mairie de Matadi. Mais la grande surprise de ces personnes-là, c'est des gens venus d'ailleurs qu'on a positionnés. Et même à l'époque du régime passé, c'était la même chose. Nous avons vu des gens très actifs dans ces partis politiques-là, qui sont d'ici, qui ont lutté ici à Matadi. Et quand il s'agissait de donner les postes, on préférait prendre des gens d'ailleurs. Mais tel n'est pas le cas pour l'IDPS, qui a tenu compte des compétences locales. On s'est dit, nous sommes l'IDPS, à Matadi, à l'IDPS, il y a des gens qui luttent au sein de l'IDPS pendant très longtemps. On le sert, nous allons changer les fusils d'épaule en prenant quelqu'un de Matadi. Donc là, nous devons remercier l'IDPS qui a tenu compte de la volonté de Matadi, en positionnant à la tête de la ville quelqu'un de Matadi aussi. Également, nous sommes très reconnaissants à l'égard de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, parce qu'avant mon avènement à la tête de la mairie, j'ai travaillé au sein du gouvernement provincial dirigé par lui. J'étais commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs. C'est là qu'on m'a pris pour m'amener ici à la mairie. Là, son Excellence, Monsieur le gouverneur, l'avait bien dit que rien ne se perd, rien ne se gagne. Nous avons quitté le gouvernement provincial pour venir servir ici. C'est toujours la province du Congo central. Et il m'avait donné un conseil, me disant, allez travailler, ne copiez personne, imprimez votre propre marque. Ne travaillez pas en vous comparant aux autres, mais imprimez aussi votre façon de faire les choses
Et vous allez voir que ça va aussi marcher parce que vous avez l'intelligence, vous avez l'expérience, vous avez le courage, vous avez la détermination. Donc, nous comptons sur vous. Et jusqu'à présent, nous travaillons en respectant sa vision au niveau de sa politique provinciale. De temps en temps, il nous guide, il nous oriente dans ce que nous sommes en train de faire. Merci également à toute la population de Matadi qui a placé sa confiance en nous, parce que vous avez même vous-même suivi les jours même de notre remise et reprise. Même Kinshasa ou partout ailleurs, on a posé cette question. Est-ce qu'on attendait Senko Diao quoi? Parce que la population était là, la liesse populaire, tout le monde était content. Même les jours où je suis parti m'enrôler, c'était pareil. Donc ça signifie que les Matadiens croient en nous. Ça signifie que les Matadiens ont besoin de quelque chose. Donc ça, c'est une dette morale que nous avons envers les Matadiens. Donc nous devons relever les défis des Matadi. C'est pourquoi nous sommes là. Et comme nous sortons d'une école de démocratie qui prône la bonne gouvernance, qui prône l'état des droits, tel qu'imprimé aujourd'hui clairement par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jour de notre installation, nous avions dit que nous ne sommes pas venus pour des discours. Parce que dans ces pays, les discours, il y en a eu. Depuis l'époque du président Kasavu, l'époque du président Mobutu, l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, l'époque du président Joseph, des discours, il y en a eu. Et si vous les rassemblez, ça fait des tonnes et des tonnes de papier. Mais c'est l'application qui pose toujours problème. Alors nous, en arrivant, nous nous sommes dit, pas question de faire des discours. La vision existe déjà. Le président de la République a déjà montré les chemins à suivre. Et nous ne devons que nous inscrire ou suivre la vision du président de la République. Nous n'allons rien ajouter et rien retrancher. Donc voilà, après 100 jours, nous sommes venus nous livrer à cet exercice démocratique qui voudrait que nous puissions rendre compte à la population du travail que nous avons déjà abattu, en commençant par vous faire connaître ce que nous avons trouvé et comment nous comptons réaliser la vision du chef de l'État en fonction de ce que nous avons trouvé en venant ici. Premièrement, nous pouvons vous dire que vous-même, vous l'avez senti avant les débuts de ces points de presse, que j'étais en train de parler avec les quelques fonctionnaires que j'ai invités ici. À la mairie, les fonctionnaires que nous avons trouvés étaient désactivés. Alors que pour travailler, la loi nous dit qu'il y a des fonctionnaires déjà nommés qui ont pour mission de nous accompagner. Ce sont des spécialistes, des experts dans tous les secteurs. C'est comme un gouvernement où vous arrivez comme maire, vous avez votre adjoint, mais les gens qui doivent vous accompagner, ce sont des fonctionnaires, des chefs de bureau. Nous avons une cinquantaine de chefs de bureau, donc tout un gouvernement. Mais comme par le passé, ils nous ont eux-mêmes dit clairement au cours de la réunion organisée ici pour l'état de lieu, personne de ces chefs de bureau n'était en mesure de nous dire clairement
qu'est-ce qu'ils ont fait avant nous? Personne. Dans tous les secteurs. Alors nous leur avons demandé d'aller quand même réfléchir, d'aller voir maintenant, faire des états des lieux de ce qui existe et nous proposer quelle marche à suivre pour que les choses puissent aller de l'avant au niveau de notre mairie. Alors vous voyez, avec des gens comme ça qui étaient désactivés, il faut les remettre en service. Ça nous prend du temps, mais petit à petit, ça commence à aller. Chacun sait maintenant qu'à 8 heures, il faut venir au boulot pour travailler. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui ne venaient pas 3-4 jours parce qu'il n'y avait aucun contrôle. Ceux qui venaient, c'est à n'importe quelle heure. Il y en a qui venaient à 12 heures, à 14 heures. Or, pour faire marcher les choses, les gens doivent travailler. Alors nous-mêmes, nous avons commencé par prêcher par l'exemple, en nous présentant chaque jour au bureau à partir de 8 heures. Une façon de corriger les gens qui ne voulaient pas travailler ou qui venaient au boulot en retard. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'à partir de 8 heures, il faut être au travail parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le maire de la ville va arriver. Si vous êtes en retard, les gens qui aiment trop de primes, avec les systèmes de liste de présence, trop d'absence, trop de retard, vous risquez de ne pas avoir la prime. Et aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont avec nous commencent à comprendre qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent nous accompagner. Parce qu'avant ça, ils croyaient que c'est le travail du maire de la ville seul. Et ils sont là, ils viennent seulement, pendant quelques minutes, ils rentrent à la maison et que le maire de la ville devait tout faire, ce qui est pratiquement impossible. Nous voulons faire participer tout le monde. Ce sont les affaires de l'État. Ce n'est pas mon affaire privée. Donc, chacun de nous doit travailler si nous voulons que la ville puisse aller de l'avant. Nous avons trouvé un problème d'insécurité aussi dans cette ville. Ce n'est pas à notre avènement que l'insécurité a commencé. Avant nous, vous-même, vous êtes des journalistes, vous connaissez combien de cas d'insécurité, combien de cas de criminalité avions-nous enregistrés dans cette ville? Les phénomènes Kuluna, les phénomènes Bandana, tout ça, ça existait déjà. Peut-être qu'à notre arrivée, ils ont cru que nous sommes venus pour jouer. Alors, ils ont peut-être tenté d'amplifier, mais il fallait vite les remettre à l'ordre, leur faire savoir que nous ne sommes pas venus pour blaguer, surtout que je le dis toujours, moi je ne suis pas Kuluna, moi je suis policier de formation, j'ai travaillé à l'ONATRA pendant au moins 21 ans comme policier. Donc, entrer sous les trous du port, je connais quand il faut aller chercher les voleurs. En dessous du port, là, les Toulous, vous entrez, vous allez les chercher. Quand vous êtes moine maille, vous sortez nu, avec la graisse partout dans le corps pour que vous soyez glissant. Quand on vous touche, vous glissez et vous partez. Nous savions qu'est-ce qu'il fallait faire pour les maîtriser. Et là, c'était des costauds. Aujourd'hui, avec les petits enfants qui font les Kuluna, mais on ne peut pas comprendre, nous, des grands, nous devons avoir peur de ces petits-enfants. Quand vous voyez les bandanas, vous voyez les Kuluna, parfois ce sont des jeunes gens de 17 ans, des jeunes gens de 18 ans, 20 ans. Nous sommes plus vieux qu'eux, nous sommes plus forts qu'eux, nous sommes plus intelligents qu'eux. Et comment ils doivent continuer à nous narguer? Il fallait prendre des mesures pour mettre fin, en tout cas pour lutter efficacement contre ces phénomènes de Kuluna. Nous qui avons grandi ici, dans les quartiers où j'ai grandi, il n'y avait pas de... Un criminel ne pouvait pas entrer dans notre quartier, c'était Hiroshima. On appelait là-bas chez nous Hiroshima. Vous allez entrer à Hiroshima comment? Nous pensons que ça doit revenir. Les criminels doivent avoir peur de venir à Matadi, comme les gens avaient peur de pénétrer à Hiroshima. Quand j'étais petit enfant,
je pouvais venir à Matadi à 2h du matin. Je descends en Mvoadou. J'ai fait les pieds parce qu'à 1h du matin comme ça, ou 2h, il n'y avait pas beaucoup de taxis. À cette époque-là, les Wewa n'existaient pas encore. On faisait les pieds. Je faisais les pieds seul. De Mvoadou, j'arrive à Minkondo. Minkondo, je descends la route Parc. Quand j'arrive à Commandant, je monte à l'intérieur des quartiers. Je vais sortir à l'église armée d'Issali. Chambre foi d'Ingimbi, armée d'Issali et marché à Bako. Et de là, je monte à 6 à 6. À 3h, vous arrivez à la maison, votre papa a peur. Il dit, mais vous êtes arrivé comment? Je dis, non, je suis venu, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué pour les Matadiens de circuler librement, même la nuit. Alors on dit non, il faut prendre des mesures pour mettre fin à cette peur-là qu'on a inoculée aux Matadiens, qui ne sont plus libres de se promener même la nuit. Les causes, il fallait commencer par déceler les causes de ces phénomènes. Les vraies causes, bon, là, partout, quand on pose la question sur les phénomènes Kuluna, on nous dit que c'est le chômage. On dit que ces jeunes gens-là, ils ne travaillent pas, tout ça, c'est pourquoi ils se livrent à des actes peu appréciables. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a ces jeunes gens-là, quand ils opèrent, ils sont ivres. Donc ils prennent des substances qui les poussent à agir autrement. Les soupes natolo, nous apprenons parfois, ils prennent les soupes natolo, ils mélangent avec les sangs et les niaou, les chats, ou les sangs de quoi? Des chiens, ils boivent. Et quand ils prennent ça, ça leur donne la force et la mauvaise foi d'aller attaquer les paisibles citoyens. Alors, il fallait commencer par là. Interdire la vente de ces soupes natolo-là à partir de 18h. Parce que comme l'importation de ces produits ou la fabrication de ces produits est autorisée, à notre niveau, nous ne pouvons pas interdire la vente. Mais tout ce que nous pouvons faire peut-être, c'est réglementer cette vente-là. Alors la façon pour nous de réglementer la vente de ces produits, qui d'ailleurs sont nocifs à la santé, à partir de 18h, plus question de vendre les soupes natolo. Parce qu'on avait remarqué que vers 23h, vers 0h, vous allez dans les recoins des avenues, des quartiers, vous retrouvez un monsieur avec toutes sortes de whisky, et autour de lui, ce sont des jeunes gens qui viennent pour prendre des mesures, on appelle ça des mesures, ils prennent beaucoup de mesures, et à partir de 1h, avec tout ce qu'ils ont comme effet, ils perdent la tête, ils vous trouvent en cours de route, ils vous agressent. Alors pour d'abord mettre fin à ce lieu d'attroupement des Kuluna, on a interdit la vente à des heures tardives. Vous vendez votre soupe natolo la journée, mais en tout cas nous, les soirs, si nous vous trouvons en train de vendre les soupes natolo dans les recoins, nous vous arrêtons. Parce que ce sont les mêmes lieux également qui utilisent ces gens-là après avoir pris les soupes natolo. Ils prennent les chanvres, ils prennent tout ce qui est drogue. Mais là, ça accentue la brutalité de ces Kuluna. Donc il fallait interdire. Également s'attaquer à tous les lieux où on vend la drogue. Et en même temps, nous avons retrouvé, en tout cas nous avons mené des enquêtes et nous avons retrouvé beaucoup d'endroits où s'effectuait la vente de la drogue dans cette ville. Les cas les plus frappants, c'est celui de M. Cicéron,
plus de 15 ans dans cette ville, en train de détruire notre jeunesse. Alors que cette jeunesse, c'est l'avenir de ces pays. Mais il y a des gens comme ça qui, avec légèreté, s'amusent à détruire la jeunesse congolaise. Nos jeunes de Matadi. Alors, nous avions décidé, parce qu'on nous avait dit qu'il était intouchable, et nous avons dit qu'il doit être, cette fois-ci, appréhendé. Il fallait monter une opération. Il avait beaucoup de relations, beaucoup de complicité dans tout ce qu'il faisait. Et il fallait le faire à un moment où tout le monde était distrait. Parce que s'il fallait informer les gens, peut-être que parmi nous, il y aurait quelqu'un pour lui faire signe. Mais là, c'était vraiment secret. Même quand nous sommes partis avec les militaires et les policiers, personne ne savait on allait où. C'est seulement à notre arrivée que nous avions demandé aux policiers et aux militaires d'opérer. De 23h, c'est jusqu'à 3h du matin que nous avons réussi à pénétrer dans cette maison-là. Une maison très bien construite, en étage, avec des matériaux durables, impénétrables, sur tous les plans. Et pour accéder à cette maison, il fallait utiliser d'autres astuces. Parce que par la porte, c'était pratiquement impossible. Lui-même, il était venu, quand il nous a vus, il a ouvert une petite fenêtre là, il s'est moqué de nous, il a fermé la porte, il est rentré dans sa maison. Parce qu'il savait bien que personne ne va entrer, avec tout ce qu'il avait mis comme dispositif. Mais les militaires sont les militaires, ils ont utilisé toute leur intelligence et toutes leurs forces en tant que militaires pour arriver jusqu'à l'intérieur de la maison. Il fallait escalader les murs, aller jusqu'au niveau de l'étage, voir comment entrer par la toiture. Et c'était fait. Là, dans sa maison, avec des chiens, alors des gros chiens hein, comme des petits lions. Donc il était vraiment sécurisé et bien protégé. On a trouvé là-dedans une cargaison importante de drogue. Bombay, cocaïne, alors en quantité suffisante. Donc c'est là que, parce que même nous avons trouvé quelques enfants, des jeunes gens de 18 ans, 16 ans. Cette nuit-là, il y avait au moins 3 jeunes hommes comme ça à l'intérieur de la maison. Et quand on voyait ces jeunes hommes-là qui prennent la drogue chaque jour, ils sont devenus un peu... C'est le travail que l'autre faisait, Bouta Cicéron, mais c'est Cicéron. Et dans cette maison-là, c'est un refuge des criminels. Un criminel qui opère à la cité, puis aller se réfugier là-bas 6 mois et personne n'ira les chercher. Personne. On a démantelé son réseau. On a attendu les interventions qui ne sont pas venues jusque-là parce qu'avec nous, ça ne sert à rien de venir intervenir. Quand c'est le mal, il faut attaquer les mâles. On a organisé même une audience, la première audience de son jugement à Ilié, ici devant la mairie. Et la prochaine audience, c'est les 8, donc les lundis. À part M. Cicéron, vous descendez en ville vers les Canchel. C'était également un endroit où les gens allaient se droguer. Là également, nous avons arrêté les gens. C'était sous la pluie un certain matin parce qu'il fallait partir. Chaque fois qu'on partait, il ne fallait pas informer. Même notre entourage ne devait pas être au courant. Ce sont des actions comme ça, brisques et imprévues. Là aussi, nous avions récupéré une quantité importante de drogue, cocaïne. Les lotocos, tout ça, et le whisky, tout ce qui détruit la jeunesse. Parce que vous prenez la drogue, vous ne mangez même pas bien. Vous prenez les lotocos, vous ne mangez pas bien. La conséquence, c'est la santé qui va en pâtir. Alors que ces jeunes gens-là, nous devons les utiliser demain pour le développement de ces pays. Mais quand on les détruit aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester dans ces pays? Nous allons travailler avec qui? Est-ce qu'il faut importer la main-d'œuvre étrangère dans ces pays dans 10 ans? Non, 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 non. Nous devons protéger nos enfants. Et la façon de les protéger, c'est lutter contre tous ces phénomènes-là. Lutter contre la vente des stupéfiants dans cette ville de Matadi. Et ça marche bien.
Également, donc, quand nous parlons de l'insécurité, en même temps, il faut faire la prévention de ça. Quand il faut arrêter tout ça, interdire la vente des soupes Tolo, arrêter ceux qui vendent, nous faisons la prévention du phénomène Kuluna. Et quand il y a des interventions à faire, parce que la bonne façon de faire la sécurité, c'est la prévention en tout cas. Il faut agir avant que les mal n'arrivent. Mais quand il y a quand même quelque chose qui se produit, des mal, on intervient et suit la répression. La répression, c'est au niveau de la justice. Nous collaborons avec tous les services de justice. C'est pourquoi il y a des audiences foraines pour que nous puissions suivre comment évoluent les dossiers des malfrats que nous acheminons au parquet. La difficulté aujourd'hui peut-être c'est avec les jeunes gens de moins de 17 ans, les mineurs donc. Quand ils sont arrêtés, il y a des dispositions de la loi qui protègent les enfants. Même quand vous les arrêtez, après quelques jours, ils sont libérés parce qu'ils sont des enfants. Peut-être qu'on va revoir la loi dans les jours à venir pour voir un peu comment il faut prendre aussi ces jeunes gens. Parce que la plupart des clowns, les bandanas, là, les chopichos, les Américains, les Arabes, ce sont des enfants de la maison, de moins de 18 ans, qui se livrent à des actes barbares. C'est parfois à 18h, 19h. Ils se battent, comme pas plus tard avant-hier, en Zanz. Avec ces enfants-là, il faut prendre des dispositions. Et pour faire la prévention en ce qui concerne ces enfants, nous avons également pris un communiqué où nous avons réglementé la circulation, surtout des enfants. Ce n'est pas normal qu'un enfant de moins de 18 ans se promène la nuit inutilement. Un enfant est censé rester à la maison à partir de 18h, 19h, 20h. Parce que nous disons que déjà le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a rendu l'école primaire gratuite. L'enseignement primaire gratuit. Donc tous ces enfants-là doivent être à l'école parce que c'est gratuit, l'enseignement primaire. Et on va aller plus loin, il faut que ça devienne obligatoire aussi. À la rentrée scolaire prochaine, nous allons vérifier tout ça. C'est gratuit et obligatoire. Nous allons vérifier quels sont ces parents-là qui ne vont pas amener les enfants à l'école primaire. Ça sera obligatoire. Alors, c'est censé un enfant, un mineur, à partir de 18h. Parce qu'il y en a qui utilisent jusqu'à 17h, deuxième gond. C'est jusqu'à 17h, 17h30. Mais après, vous rentrez à la maison. Mais comment un enfant de moins de 18 ans, à partir de 17h, 19h, 20h, il est dehors pour aller où? Donc, interdiction pour les mineurs de circuler inutilement la nuit. Nous vous attrapons, nous vous arrêtons et ce sont les parents qui vont répondre. Comment vous êtes irresponsable, vous laissez votre enfant se promener la nuit inutilement. Et là, c'est pour freiner les phénomènes de chopichos, et bandana arabes et américains. Pour ne pas permettre aux Koulouna de se promener aussi, parce qu'ils se promènent la nuit, nous organisons des patrouilles avec la police, renforcées par les éléments des FRDC, PEM. Parce que nous avons appris que les civils ont plus peur des militaires. Quand vous amenez les PEM, tout le monde devient discipliné. Il faut habituer aux Congolais de se promener avec ces pièces d'identité. C'est pas normal quelqu'un qui se promène, même pendant la journée, sans pièce d'identité. C'est pas normal. Lumbaba, on connaît très bien comment ça se passe en Europe. Hein? Même pendant la journée, on peut vous prendre. On n'avait pas de pièces d'identité, lobby aux zongi, refoulé yo. C'est chez nous où nous sommes trop hospitaliers. Même les gens qui entrent et qui sortent dans cette ville, nous ne savons pas qui est entré hier, qui est sorti de Matadi. Quelqu'un peut habiter dans un quartier 1 mois, 2 mois, personne n'est au courant. C'est pas comme ça qu'on a mis une ville où... C'est pas comme ça. Nous devons être au courant de qui est là, qui n'est pas là, qui c'est qui, il va faire combien de jours ici, il est venu faire quoi. Parce que nous avons aussi les phénomènes exode de ces criminels qui viennent d'ailleurs, ils opèrent à Matadi, demain matin ils quittent, ils rentrent dans les environs de Matadi ou à Kinshasa, bien à Boma.
Là, nous avons demandé aux chefs de quartier, aux chefs d'avenir, aux chefs de cellules d'informer quand il y a quelqu'un qui arrive dans les quartiers, il faut informer. Les chefs d'avenir doivent faire parvenir l'information. Aux chefs de cellules, les chefs de cellules à son tour amènent l'information. Aux chefs des quartiers, les chefs de quartier vont répercuter l'information au niveau du chef, au niveau du bourgmestre, et à son tour, les bourgmestres vont nous faire parvenir l'information. Nous avons mis également à contribution la DGM, qui doit contrôler la migration au niveau interne. À ce moment-là, nous sommes sûrs de suivre l'évolution de chacun. En Europe, ça fonctionne comme ça. On attrape des terroristes parfois sans trop les suivre, mais on a mis en place des mécanismes qui font que lorsque vous êtes malfaiteur, on va vous attraper. C'est le contrôle. C'est moi chez nous où les gens refusent les contrôles. Quand on demande à quelqu'un de se présenter, de se promener avec son identité, ce n'est pas de la tracasserie. C'est dans le cadre du contrôle normal. Si nous aimons notre pays, notre ville, nous devons accepter les contrôles. Comme ce sont des habitudes que nous avons perdues, et nous, la population, et les forces de l'ordre, au début, les gens qui ne comprenaient pas notre vision, ou même dans les rangs des chefs de l'ordre, des forces de l'ordre, il y avait des dérapages. Mais il fallait vite les ramener à l'ordre pour éviter les dérapages. Même les motocyclistes qui se promènent la nuit surtout, parce que la plupart des Koulouna ou des malfaiteurs utilisent parfois la moto pour se promener facilement et rapidement. Nous avions également invité les motocyclistes pour leur demander d'être vigilants aussi, parce qu'ils constituent pour nous les premiers agents de renseignement. Et pour ceux qui travaillent la nuit, nous allons mettre en place des gilets bien identifiés. Comme ça, nous savons, gilet numéro 1, c'est M. Benjamin. Quand la nuit, il y a une moto qui a posé un problème, nous savons directement que c'est la moto numéro 1 de M. Benjamin. S'il avait fait louer sa moto et son gilet, nous, c'est lui que nous allons d'abord chercher. À son tour, il va nous dire la vérité sur à qui il avait remis sa moto. Et des opérations ciblées de ratissage se poursuivent. En même temps, nous entrons même dans les quartiers la nuit pour arrêter. Aujourd'hui, la population nous fait confiance. Toutes les informations que nous exploitons viennent de la population elle-même. Comme ils nous font confiance, ils se disent, quand nous communiquons les informations auprès du maire, en tout cas, nous ne sommes pas inquiétés. Parce que là, souvent, la peur, c'est quoi? Auprès de la population, ils communiquent l'information à l'autorité, et c'est la même autorité qui va encore livrer la source d'information aux malfaiteurs. Et quand les malfaiteurs reviennent vers l'informateur, ce sont des représailles. Et il y avait réserve du côté de la population à un moment donné. Mais maintenant, ils ont compris qu'avec nous, ils communiquent l'information, nous exploitons l'information sans livrer notre source d'information. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'informations sur les endroits où habitent les Koulouna, les endroits où ils opèrent. Et la nuit, nous organisons des opérations à des moments imprévus. Nous avons arrêté même les prétendus assassins de Braddock. Nous les avons appréhendés vers Baoba. C'était une nuit là, vers 3 heures du matin. Et nous continuons. Voilà un peu ce qui concerne l'insécurité. Et là, il y a eu un arrêté sur les Soupounatolo, je l'ai dit. Un deuxième arrêté sur la circulation, sur la réglementation de la circulation. Un troisième arrêté, soit une circulaire. Cette fois-là, nous avons seulement copié ou lu les décrets-lois de 2014 sur la production sonore. Là, on a dit que nous avons interdit les activités des églises. Non. Les activités de l'église demeurent. Prions sans cesse.
comme le Seigneur Jésus nous l'avait demandé. Prions comme nous voulons. Même du matin au soir, même tous les jours, c'est permis. Mais c'est même dans les décrets du Premier ministre, on a essayé de réglementer. Pour les bars, il y a une heure où il faut ouvrir les bars, il y a une heure où il faut fermer les bars aussi. Parce qu'on ne peut pas se comprendre. Déjà, à 6 h du matin, vous commencez la musique dans un bar. Mais les gens, finalement, qui viennent de se réveiller, doivent commencer par la bière. C'est une façon de détruire la population. Les bars, c'est à 12 h. Là, on s'est dit, bon, ceux qui sont partis au boulot, ceux qui, à partir de 12 h, on peut commencer. Pas les matins. À 23 h, quand même, les gens doivent dormir. Parce qu'il y en a qui doivent aller au boulot demain. Ils doivent rester dans les bars jusqu'à 4 h du matin. Ils vont aller travailler quand? Vous êtes dans un bar jusqu'à 4 h, à 6 h vous vous réveillez, vous allez au boulot. Vous allez aller dormir, somnoler au boulot. Le rendement sera nul. Ce n'est pas le développement du Congo, ça. Nous voulons avoir des Congolais forts qui vont contribuer au développement de ces pays. Pas des Congolais qui vont se saouler et rester là fainéants, paresseux, ne contribuant pas au développement du pays. Ce n'est pas bon comme ça. Et c'est pourquoi nous avons seulement lu les décrets du Premier ministre et nous avons transposé ça sur Matadi, en tenant compte de nos réalités, bien entendu. Déjà, c'est bon parce qu'un monsieur qui restait dans un bar jusqu'à 4 h, s'il prenait 20 bouteilles, on arrête à 23 h, il va prendre peut-être 5 bouteilles. L'économie de ces 15 bouteilles restantes, c'est pour la maison. On peut acheter du pain le matin pour les enfants. On peut payer les frais scolaires parce que les parents, sous l'art là, ils n'aiment pas payer les minervales des enfants. Ils préfèrent prendre de la bière et quand l'enfant vient bénéficier que pour un cahier de 1000 francs, le papa se fâche. Mais aujourd'hui, il y a au moins quelque chose qui peut rester dans la poche des papas pour payer les cahiers de l'enfant. Et les enfants qui vont à l'école comme ça, les frais scolaires payés régulièrement, ça contribue au développement de ces pays. L'argent que papa utilisait pour prendre la bière jusqu'à 4 h du matin, aujourd'hui, il y a une épargne qui reste. On peut acheter du ciment. Au lieu que papa reste locataire avec les enfants, vous savez les comportements des bailleurs, comment ils se comportent vis-à-vis des locataires. Avec l'argent qui reste, aujourd'hui, papa peut commencer à acheter un peu de ciment pour construire sa propre maison, essayer demain de devenir bailleur. La bière que nous prenons là, jusqu'à 3 h, 4 h du matin, mais c'est contre la santé. Après une année, à ce rythme-là, vous développez les maladies. Nous ne voulons pas diriger des Congolais ou des Matadiens malades. Une façon de prévenir aussi les Congolais contre les maladies, en les faisant. Les bruits là des bars après 0 h quand même, c'est de l'insécurité. Parce qu'on peut, quelque part, soit dans les environs, on peut agresser quelqu'un qui crie au secours, mais avec ces bruits-là, qui va vous entendre? Personne. Mais quand c'est calme, il suffit de crier. La nuit, quand on crie, le son va très loin. Donc les gens peuvent écouter et venir vous secourir. Mais au début, c'était mal compris. Même les églises, il y a des gens, vous savez, il y a toujours des gens qui sont là pour intoxiquer seulement, pour désinformer. Ils ont fait véhiculer les messages selon lesquels le maire de la ville a interdit les églises à 15 h, vous fermez. Non. À partir de 15 h pour les églises, réduisez seulement les sons de vos instruments. Mais les autres activités peuvent se poursuivre correctement, normalement. Continuons à prier, continuons à chanter, continuons à louer, continuons à jeûner, continuons à confesser, continuons à faire tout ce que nous voulons dans l'église. Mais la production de la musique doit seulement couvrir l'espace que vous utilisez. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de votre musique. Quand vous faites beaucoup de bruit comme ça, même les gens, parfois vous trouvez une église où il y a 4 personnes, mais on a orienté les baffles dehors pour que même les passants. Ah là non. À 4 h du matin, vous dormez,
il y a une veillée de prière, on vous joue la musique. Ah ça non. Il y a même un député provincial, un honorable, qui m'avait appelé un jour pour me dire, écoutez, monsieur le maire, juste c'est à côté de ma chambre. Donc je ne peux pas dormir parce que à côté de la chambre, déjà à 2h du matin, on commence à jouer la musique. C'est contre quand même. Les gens, non? Jouons la musique, mais jouons en respectant la liberté des autres aussi. C'était juste ça. Et j'ai reçu la délégation de toutes les confessions religieuses. Nous avons échangé, ils ont compris, ils ont pris l'affaire en main pour sensibiliser aussi les autres. Et ça marche bien. Il y a des sanctions qui sont prévues. Vous ne respectez pas, c'est 200 000 francs. Vous ne respectez pas, ça, on double. Vous ne respectez toujours pas, on retire vos instruments pendant 1 mois, vous venez de les récupérer après de fortes amendes. Et tout ça, c'est pour qu'il y ait la sécurité dans notre ville. Et voilà un peu du côté sécurité, ce que nous sommes en train, ce que nous avons trouvé, ce que nous sommes en train de faire. C'est seulement pour l'intérêt de notre ville. S'il y a des dérapages, nous allons continuer à suivre. Vous savez, les forces de l'ordre, ils ont aussi leur façon de faire les choses, mais nous sommes là pour encadrer, pour éviter les dérapages. Les autres problèmes que nous avons trouvés, il y a un problème sérieux d'assainissement de la ville. Vous avez vu avec Bunkété, on a mis les poubelles, mais directement ces poubelles ont démontré les besoins réels de la ville en ce qui concerne la propriété. Alors, nous-mêmes, l'État, c'est difficile de tout faire. Nous voyons seulement comment ça se passe dans les autres pays, dans les autres villes. On associe toujours les privés si vous voulez réussir dans ces domaines-là. C'est pourquoi nous avons eu des réunions ici avec les privés qui sont dans les secteurs de l'assainissement, de l'environnement, tout ça. Et ils sont en train de travailler pour qu'au finish, nous puissions avoir notre plan urbain d'assainissement, notre politique urbaine d'assainissement, qui va associer et l'État et les privés. Parce qu'il y a de l'expertise aussi du côté des privés. Donc nous voulons bien bénéficier de l'expertise des privés et travailler ensemble. En même temps, nous sensibilisons la population. Quand il y a des poubelles qui sont mises à votre disposition, c'est mieux d'aller jeter dans ces poubelles-là, même s'il y a débordement. Nous acceptons, nous viendrons récupérer pour aller jeter, mais éviter d'utiliser les rivières comme les bipoteaux pour jeter les matites, les déchets. Là, non. Parce que les châssis plastiques, quand vous jetez comme ça, un jour en Nzanza, il y avait quelqu'un qui avait perdu la vie en Nzanza, moi je me souviens, à un moment donné. Parce qu'on jetait les déchets vers Bézac, il y a une rivière là, un pont, les gens jetaient. Mais lorsqu'il y avait pluie, tous ces déchets-là, quand ils sont arrivés vers les marchés, ils ont formé une montagne. Et l'eau, arrivant à ce niveau, comme l'eau se crée sur toujours un chemin, l'eau a débordé et a amené des boutiques et des personnes qui dormaient dans ces boutiques-là. C'était la catastrophe. On avait perdu plus de 2 personnes. Tout ça parce que nous jetons les déchets où nous voulons. Donc déjà, il y a un premier pas avec les histoires de Bunkété. Mais puisque jeter là-bas, même s'il y a débordement, on va venir prendre pour aller jeter. Nous sensibilisons la population dans ce sens-là. Et au finish, nous allons mettre en place une brigade, comme ça fonctionne déjà à Kinshasa. Une brigade sur l'assainissement ou l'environnement. Ces gens-là seront chargés de vérifier est-ce que les gens respectent les mesures mises en place. Parce que les sociétés privées là, qui vont travailler avec nous, vont être réparties dans les quartiers, chacun va prendre un coin pour mettre des poubelles et je ne sais pas quoi, pour récupérer les déchets. Quand ça sera comme ça, avec la brigade qui sera sur le terrain, on vous attrape en train de faire autre chose, on vous arrête. Quand nous avons grandi dans cette ville, il y avait les services d'hygiène. On passait dans les maisons, dans les parcelles pour voir derrière la maison, est-ce qu'il n'y a pas une boîte qui est restée, qui traîne là-bas et quand il plaît, l'eau reste dans cette boîte-là. Demain, ce sont les moustiques.
On entrait même dans les maisons pour voir est-ce que la maison est propre. Nous avons un service d'hygiène, nous avons un service d'environnement ici. Ils vont être mis à contribution pour faire leur travail. En attendant les plans urbains d'assainissement de la ville. Nous faisons face à des embouteillages. C'est devenu compliqué à Matadi aujourd'hui. Les embouteillages. Et tout ça, ce sont des phénomènes réels. Il faut s'attaquer au problème, mais ce n'est pas facile. Depuis l'époque coloniale, ce sont les mêmes routes. Et les Belges ont construit des routes pas en fonction des véhicules poids lourds. Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être 10 véhicules seulement à Matadi, à l'époque coloniale. On avait construit ces routes-là pour ces 10 véhicules. Mais depuis que nous sommes indépendants, nous avons ajouté quelle route? Même agrandir, ne fût-ce qu'agrandir. Zéro. Et 60 ans après, ou 50, 60 ans après, aujourd'hui, vous voyez, la ville a grandi. S'il y avait 10 personnes, aujourd'hui, nous avoisinons les 1 million d'habitants à Matadi. Il y a l'embouteillage même des personnes, comme ça, vous vous rencontrez dans la route, il y a l'embouteillage même des gens, en dehors des véhicules. Parce qu'il n'y a pas de route. La ville a grandi. À l'époque, nous n'avions que les petits ports de l'Onatra. Les trafics conteneurisés n'existaient pas. C'est lorsque Mpanda venait, lorsque Sembe Esprit arrivait au port, qu'il y avait un peu de mouvement. Bien Fabiola, Kananga comme navire. Mais aujourd'hui, les trafics maritimes est conteneurisé sur tous les plans. Et à cette époque-là encore, c'était facile. Parce que malgré ces importations, on avait les chemins de fer pour évacuer la marchandise. L'Onatra avait plus de 20 trains, 20 locomotives. Vous voyez 10 à la montée, 10 à la descente. Et c'était parfait. Même la nationale numéro 1 était protégée. Mais aujourd'hui, chemin de fer en mauvais état. À l'Onatra, pour avoir un train, il faut attendre 3 semaines, vous avez un train à la montée. Mais avec quelle charge? Parce que les locomotives ont vieilli. Donc, pas de chemin de fer, pas de route, mais l'activité portuaire s'est développée. Nous avons le port de l'Onatra qui est toujours là. Nous avons le port MGT qui reçoit beaucoup de conteneurs. Beaucoup. En dessous du pont Maréchal, il y a un port qui reçoit les Grimes. Vous avez les ports CEP, il envoie ses histoires par pipeline. Vous prenez le pétroleum de Ledia. Vous prenez Kobil. Vous prenez, il y en a 3. Ledia, non, le pétroleum d'abord. Il y a Ledia, il y a Kobil, Bossep, je sais pas. Et puis vous prenez Sokopé comme port. Vous voyez? Et tous ces ports-là doivent évacuer la marchandise vers Kinshasa. Vous arrivez au port de Ledia, il y a un problème d'espace aujourd'hui pour les conteneurs. Si vous voyez les travaux qui continuent à chercher à acheter les maisons de l'autre côté pour agrandir les ports. Parce qu'il faut un parc conteneur très grand pour accueillir toutes les boîtes de conteneurs. Alors aujourd'hui, parfois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un transporteur qui a amené un conteneur à Kinshasa, au retour, il doit traîner pendant longtemps avec son conteneur. Parce que remise conteneur au port, c'est compliqué, il n'y a pas d'espace. Matadi n'a qu'une seule voie principale, une seule artère principale, c'est Voadou
24 novembre, vous allez vers le pont Maréchal. En dehors de cette voie, il n'y a pas une autre route. Est-ce qu'il faut bloquer les véhicules à partir d'un Pozo? Quand vous bloquez, on dit, bon, copiez ce qui se passe à Kinshasa. On copie à Kinshasa, bon, on ferme depuis 6 heures, les conteneurs, soit les véhicules poids lourds vont entrer à Matadi Sema à 22 heures. C'est bon. Créer une file d'attente qui va aller jusqu'à Kenge, par exemple. Également, il faut bien surveiller les chauffeurs. Poids lourds, c'est comme des petits-enfants. Ils sont toujours prêts à créer une deuxième bande pour que l'embouteillage soit là. Donc il faut crier toute la journée, même si la bande où les véhicules se sont alignés. Parce que moindre distraction, ils créent la deuxième bande et c'est l'embouteillage. Parce que même les véhicules qui viennent de Kinshasa ou qui sortent vont avoir des problèmes. Vous bloquez jusqu'à 22 heures, vous lâchez la barrière, c'est bon. Mais sachez que les matins, vous n'allez pas circuler. Parce que tous les véhicules que vous avez bloqués vont prendre une seule direction. Il n'y en a pas deux. C'est Pozo, 24 novembre, vers MGT. Et c'est bloqué. Quand vous allez venir le matin, vous ne serez pas en mesure de traverser, de percer cet embouteillage-là. Lorsque le port MGT qui n'a pas assez d'espace demande aux conteneurs vides d'entrer quand même, à ce moment-là, tous les véhicules qui gardent encore les conteneurs vides vont faire quoi? Vont se rouer vers Kinkanda pour aller déposer les conteneurs. Parce qu'on ne sait pas si vous ratez ou vous loupez cette occasion-là, combien de temps vous allez encore rester avec les conteneurs chez vous. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors on s'est dit, bon, petit à petit, il ne faut pas bloquer la barrière jusqu'à 22 heures parce qu'ils ne sont pas comme à Kinshasa. À Kinshasa, si vous ouvrez la barrière à 22 heures, Kinshasa est vaste. Il y a beaucoup de routes. Et tous ces véhicules-là vont prendre différentes destinations et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Mais chez nous, quand vous le faites à 22 heures, sachez que c'est la route qui sera bloquée. Parce que tout le monde va se diriger vers cette route-là. Alors donc même pendant la journée, il ne faut pas trop bloquer la barrière. Il faut voir comment faire passer deux véhicules après quelques minutes. Vous faites passer encore deux. Comme ça, en même temps, vous gérez la file d'attente. En même temps, vous gérez les véhicules qui entrent à Matadi. Mais c'est compliqué. Sachez également que là où nous avons placé la barrière, ce n'est pas Matadi. Nous sommes déjà à Songololo. Il faut être en bon terme avec l'administrateur des territoires de Songololo, parce que là, c'est chez lui. Maintenant, nous sommes en train de penser même qu'il faut repousser encore cette barrière plus loin, après les 6 virages. Donc, nous sommes déjà pour parler avec l'administrateur des territoires de Songololo, pour voir comment nous pouvons commencer à bloquer à partir après les 6 virages. Vous voyez Zozo et plus loin là-bas. On va commencer à les gérer à partir de là. En même temps, nous sommes en train de travailler dans ce sens avec les commandants de la PCR, les commandants Johnny, voir comment il faut, parce qu'il faut trouver la solution au problème des embouteillages. Un casse-tête. Mais la vraie solution, c'est un problème qui ne date pas de maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des embouteillages. La solution, c'est peut-être commencer par les chemins de fer aussi. Si on peut réhabiliter les chemins de fer Matadi-Kinshasa, on peut trouver déjà la solution. Si nous arrivons à construire des routes, mais la route, ce n'est pas par magie que nous nous réveillons aujourd'hui et les soirs, on a une route. Ça prend du temps. Il y a des routes qui peuvent aider. La route de Ndemba, quand vous êtes à Ndemba, vous êtes à Toulouse, vous descendez à Soyo Météo, la route de Ndemba là, Régie des eaux, les copains. Sinon, cette route-là peut sortir jusqu'à les copains, voilà. Ou bien, on peut continuer jusqu'à Pozo. C'est vrai que les Congolais ont construit un cours de route, ils ont obstrué la voie, mais il y avait vraiment une route prévue jusqu'à Afritrans. Il y a un dépôt, il y a un entrepôt Afritrans où on stockait les charbons à un moment donné. La sortie de cette route, c'est là-bas. C'est déjà vers les ponts Pozo. Mais sachez qu'il y a aussi des routes d'intérêt local, d'intérêt urbain, d'intérêt provincial et d'intérêt national.
Personne ne peut s'hasarder si c'est une route qui n'est pas d'intérêt urbain. C'est pas moi qui vais aller la construire quand même. C'est comme les gens qui disent que devant ma maison, il y a des trous. Route d'intérêt national. Non. Je me dis, si je construis cette route-là avec mes maigres moyens, je ne veux pas. Pour construire 1 kilomètre de route dans les normes, c'est 1 million de dollars. On n'a pas les 1 million de dollars pour s'hasarder sur la voie nationale numéro 1. On se limite à faire des rapports pour que ceux qui doivent construire cette route puissent le faire. Mais sinon, chercher à réparer quelques trous. Mais cet argent-là que je vais utiliser pour réparer ces trous-là, c'est la nationale numéro 1. Après une semaine ou après 2 mois, l'État central se décide de venir réparer sa route. Et tout ce que moi j'ai fait va être balayé, non? C'est une perte d'argent pour moi. Mais si je prends cet argent, je l'amène sur la route Biwewe, c'est une route qui va rester. Une route d'intérêt urbain. Si je prends cet argent, je l'amène sur la route Kitwadi jusqu'à Mikondo, c'est une route, ça va rester. Si nous prenons cet argent, nous continuons la route qui va vers Kabanana, ça va rester. Mais prendre l'argent, mettre d'abord, vous voyez, donc il y a des routes aussi en fonction des compétences de chacun de nous. Donc cette route-là de Ndemba, c'est une bonne route de contournement qui peut nous aider des secours, qui peut réduire sensiblement les embouteillages sur la voie principale. Et quand je suis allé visiter cette route-là, on m'a même dit qu'à un moment donné, à une époque donnée, même les présidents Kabila, à l'époque, pour éviter les embouteillages d'impôts, d'Mvoadou, avaient emprunté cette voie-là, oui, pour sortir de Matadi. Une façon de vous dire que les embouteillages ne datent pas d'aujourd'hui. Donc si on arrive à construire cette route-là, ça peut faire l'affaire. Il y a également la route de Caravane, l'ancienne route. Vous êtes à Belvédère, vous descendez jusqu'à Mpozo, il y a une route qui peut désengorger. Voilà, mais la vraie chose, dans les routes, même si on doit construire ces routes-là, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut mener les études, il faut faire ceci, ça va prendre du temps. Et dans l'entretemps, les embouteillages vont continuer. Ce sont des solutions palliatives que nous trouvons jusque-là à ces problèmes d'embouteillage. L'éclairage public au niveau de la ville. L'éclairage public coûte cher. Même quand vous vous promenez en Europe, il y a des endroits où il n'y a pas d'éclairage public, ça coûte cher. Circuler dans les autoroutes de l'Europe, ils vous disent que l'éclairage public coûte très cher. Nous, au Congo, nous nous débrouillons pour le faire. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà un réseau de l'éclairage public qui existait. Mais seulement, je vous dis la vérité, peut-être les gens qui travaillaient dans ce secteur-là pensaient que, bon, comme on a changé, il y a un autre maire de la ville, il faut désactiver tous les lampes de l'éclairage public. Vous aviez senti de l'obscurité à un moment donné. C'était juste un sabotage. Mais il fallait frapper, dire pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas venus jouer. Et nous avons utilisé les mêmes personnes pour leur demander d'aller réactiver toutes les lampes qu'ils avaient désactivées. Et c'est fait. Nous continuons à faire l'entretien, nous achetons des lampes, tout ce qui va avec ces histoires-là. En même temps, il faut créer de nouveaux réseaux. C'est une façon de lutter aussi contre l'insécurité. Quand vous êtes sur la route Parc, là, vous êtes comme Bikondo, vous descendez Parc, Commanda, vous sortez jusqu'à Lubongolé. La population de ce côté-là a demandé. Les électriciens, ils travaillent. Sangouluyeye. Également la nuit, s'il y a des actes de barbarie qui se posent là-bas, c'est notamment à cause du manque de l'électricité. Nous avons créé ces réseaux-là aussi. On y travaille pour mettre de l'électricité. Même ici en ville, vous êtes au niveau du rond-point Londe, vous descendez un peu vous prenez la bretelle qui descend jusqu'à l'hôpital Lonatra. Là aussi, il n'y a pas de lampes. Nous avons acheté suffisamment de fils conducteurs pour réhabiliter ces réseaux également. Donc,
Il y a des travaux qui doivent se poursuivre. Comme nous avons dit, les défis sont là. Beaucoup de défis. Vous voyez que ce Matadi est un vaste chantier. Les défis sont là à relever. Beaucoup. Alors, pour le faire, il faut commencer d'abord par... Il faut chercher les moyens. Il faut maximiser les recettes. Nous allons commencer par assainir de ces côtés-là. Vous allez apprendre que toutes les personnes qui travaillent dans les ports et partout, nous les avons changées parce qu'ils ne nous produisaient pas un travail de qualité. Les gens préféraient mettre l'argent dans leur propre poche que dans la caisse de l'État. Il fallait changer tout le monde. Même au niveau des chefs de bureau, chaque chef de bureau, ils ont des taxes à percevoir. Mais par négligence, parfois, ils laissent passer. Maintenant, nous sommes derrière tous les chefs de bureau là pour percevoir les taxes qui doivent nous permettre. Nous avons produit un budget de 10 milliards de francs congolais. Il faut vraiment chercher des sources de financement. Et la première source de financement, ce sont les recettes propres. Il ne faut pas immédiatement compter sur les rétrocessions qui peuvent vous ne pas venir. Mais pour cette fois-ci, nous avons réussi, je crois, 3 mois de rétrocession. Et là, on nous a demandé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de commencer par l'aménagement des sources d'eau. Mais également les comités locaux de développement aussi voudraient que nous puissions voir les priorités qu'il y a dans la ville. Donc je crois, depuis que cet argent de rétrocession est arrivé, nous avons mis ça à part. Nous voulons d'abord travailler avec les comités locaux de développement pour voir ensemble, de la société civile en général. On travaille avec la société civile de Matadi pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent-là, quels sont les projets prioritaires à réaliser. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est dans les 100 millions de francs congolais, je crois. Quelque chose de comme ça. Et là, il faut 40% pour les fonctionnements, 60% pour les investissements. Quand Banana, vous êtes vers Tenga, c'est là qu'on s'était arrêté. Nous sommes en train de progresser pour aller jusqu'à l'entrée du camp. Nous sommes déjà au niveau de l'entrée du camp Banana, au niveau du SIAT de la police qui est là. Donc nous avons bétonné cet axe-là, jusqu'à ce niveau-là. Là également, les matériaux aussi posent problème. Il faut aller chercher les matériaux très loin. Au niveau des Grec 7, les engins sont en panne. Il y a une commande qui est là qui date de très longtemps. D'autres matériaux, il faut aller les chercher à Kazangulu. Chercher des véhicules pour aller prendre la caillasse, tout ça. À Kazangulu, les sables, c'est facile. Nous avons la facilité d'avoir les sables parce que nous avons les fleuves ici. Mais la caillasse, c'est un peu difficile. C'est pourquoi vous allez constater une certaine lenteur parfois, mais malgré notre bonne volonté, malgré l'argent qui est là, mais c'est difficile d'avoir les matériaux pour poursuivre les travaux rapidement. Ça pose également des problèmes de ces côtés-là. À part la route Kabanana, nous avons commencé la route Momo, église Kimbangis de mission centrale qui va sortir jusqu'à Amikondo, Saint-Gérard. Là, les travaux ont déjà commencé aussi. Nous avons déjà fait, je crois, le stockage des matériaux de construction et nous allons passer à la vitesse supérieure pour faire ces travaux-là. Bonne fontaine construite, je crois qu'on a construit une bonne fontaine à Ntsele, en bas là-bas. Nous sommes dans l'embellissement des ronds-points. Nous avons commencé par les ronds-points Kimbangu, au niveau de Coca-Cola. Ça va se poursuivre partout. L'éclairage public, nous faisons. L'assainissement de la ville, nous la faisons tous les jours. Nous les faisons tous les jours. Et beaucoup d'autres projets, comme je viens de vous les citer. Certaines routes seront tout simplement stabilisées parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand vous voyez la route qui va jusqu'à ce village où se situent vos antennes, c'est une route en très mauvais état aussi. Alors, les routes, quand on les construit, il faut commencer toujours par les collecteurs. On ne peut pas construire des routes comme ça sans collecteur d'eau. Les rigoles qui doivent prendre les eaux et protéger la chaussée. Donc, nous commençons toujours par les collecteurs. Donc là, nous sommes en train de négocier sérieusement avec Grec 7
pour qu'on nous donne des moellons, pour que nous puissions acheter des moellons au niveau des Grec 7 et commencer les collecteurs sur toutes ces voies-là et à un moment donné stabiliser. Il y a la route Ango-Ango. Le gouvernement central a décidé de réhabiliter cette route. Nous sommes en train de suivre les travaux. Jusque-là, il y a une entreprise, une société congolaise qui a gagné ces marchés. C'est Jingjiang, c'est un frère congolais. Ça nous a fait du bien quand on a donné les marchés aux Congolais. Parce que nous avons aussi de l'expertise au niveau de notre pays. Là aussi, nous faisons les suivis des travaux sous les hauts patronages de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Voilà, j'ai beaucoup parlé, beaucoup. Je voudrais m'arrêter d'abord là parce qu'on me demande de m'arrêter. Moi, je parle beaucoup aussi. Je suis journaliste comme vous. Parce que chaque fois que j'étais en contact avec vous, vous m'avez formé, vous m'avez transmis votre façon. Je me comporte finalement comme vous aussi. Mais je dois m'arrêter quand même pour vous permettre aussi de poser des questions. Je vous remercie. Merci.